Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 1 consacrée au web. Un épisode tourné autour du texte et de sa mise en forme. Les objectifs seront de créer une sous-page et de comprendre l'intérêt du CSS avec les sous-pages, de comprendre les liens relatifs et absolus, d'intégrer une typo et donc de comprendre leur fonctionnement, leurs possibilités, leurs réglages et leurs utilisations. Alors qu'est-ce qu'une typographie ? C'est la mise en forme des mots et des textes en utilisant des caractères, à savoir les lettres, les accents, les ponctuations, les chiffres, etc. Mais c'est aussi la conception graphique et donc le dessin de ces éléments. Tous ces dessins de caractères vont être groupés au sein d'une police, une fonte. Avant les écrans, il n'existait qu'en plomb sur des petites pièces. Depuis les écrans, ce sont maintenant des fichiers numériques et les typographies sont réalisées à l'aide d'outils de dessin vectoriel. Nous avons vu ce qu'est un fichier vectoriel lors d'un précédent épisode et donc nous savons que l'ordinateur va pouvoir agrandir cette police facilement sur plusieurs tailles. Il va aussi pouvoir déformer cette police sur des écritures inclinées, italiques donc, mais aussi plus grasses. Cependant, les typographes dessinent souvent plusieurs variations. Ils dessinent les versions italiques, par exemple, mais aussi des variations de plusieurs graisses. Les plus courantes sont thin, regular, bold et black, mais il existe des light, des medium et des extra. Aussi, il est important de préférer utiliser leur travail plutôt que de laisser l'ordinateur faire. En effet, une police plus grasse, c'est pas juste une police dessinée plus grosse, et une italique, c'est pas juste incliner des lettres. Voici par exemple la typographie Faune d'Alice Savoie. Il y a plusieurs graisses, une thin, une regular, une bold et une black, mais aussi en italique une regular italique et une bold italique. Je vous laisse regarder le site qui parle de sa démarche en détail, mais sachez que les typographes font des choix graphiques contrairement aux ordinateurs qui les automatisent. Préférez donc les versions dessinées quand vous le pouvez. Alors utiliser des typographies, c'est beau, mais le problème que nous allons rencontrer sur le web, c'est que tous les ordinateurs ne sont pas équipés des mêmes polices. Nous pouvons en utiliser des externes, mais aussi celles déjà installées. Par exemple, sur Windows, il y a Arial, et sur macOS, il y a Helvetica. Alors elles sont très proches, et votre navigateur devra pouvoir utiliser soit l'une, soit l'autre selon le cas. Nous allons donc devoir utiliser du stacking, c'est-à-dire lister des polices à utiliser, et le navigateur utilisera la première qu'il trouvera. Cela a un autre intérêt quand nous utilisons une police supplémentaire et qu'elle n'est pas encore chargée ou bien qu'il y a un problème pour la charger. Le site pourra donc quand même s'afficher, même si ce n'est pas le design idéal pour lequel il a été pensé. Dans le stacking, la dernière police à être indiquée est une famille générique. Le navigateur se débrouillera pour utiliser quelque chose de cette famille si les autres polices ne sont pas disponibles. Cursive pour une écriture de type manuscrite, fantasy pour une écriture fantaisiste, monospace pour chaque caractère qui a la même largeur, c'est donc parfait pour la visualisation du code en programmation, sans sérif pour les polices sans empattement, sérif pour les polices avec empattement. Comme vous le savez sans doute, il y a des règles typographiques quant à la ponctuation, l'usage des majuscules, les espaces et encore d'autres choses. Et elles varient selon les langues. Nous allons donc devoir avoir besoin de certaines fonctionnalités CSS pour utiliser ce qui parfois ne se fait pas par défaut sur les navigateurs. Je vous propose d'aller sur l'ordinateur pour aller voir tout cela de plus près. Google Font propose beaucoup de typos réglés pour les écrans. Nous pouvons tester sur des tailles différentes et aussi en testant un texte. Nous pouvons aussi filtrer par catégorie. Prenons une des plus utilisées, Roboto. La police nous est proposée en plusieurs graisses, thin, light, regular, medium, bold et black, ainsi que toutes les versions italiques associées. Nous pouvons choisir seulement celle qui nous intéresse, cela ne sert à rien de charger notre page en ressources inutiles. Les nombres que vous voyez comme 100, 400, 700 ou 900 correspondent à différentes graisses de la police. Alors pour cela, normalement, elles ont un nom comme thin, light, regular, medium, black, bold, etc. Mais pour le web, nous allons utiliser des nombres. Alors il y a une correspondance, thin correspond à 100, regular correspond à 400, bold correspond à 700 et black correspond à 900. Google nous propose deux solutions, soit de télécharger le pack de police, soit d'utiliser une feuille de style déjà réglée avec les polices hébergées chez Google. Nous allons utiliser cette possibilité pour le moment. Un copier-coller du code HTML link dans un CodePen. Et pour l'utilisation de la police en CSS, Google nous donne déjà la règle. Copier-coller, plaçons le font family pour tout le body. On remarque le stacking, le nom de la typo suivi de la famille générique. Testons dans notre CodePen avec des paragraphes texte. Si on veut utiliser la version regular, nous allons utiliser sa valeur 400. La propriété fontWeight 400 va nous permettre d'utiliser la regular. Pour thin, ce sera 100. Pour du bold, 700 et pour du black, 900. Si nous utilisons un nombre qui n'est pas dans la liste des polices définies, le navigateur va se débrouiller pour trouver la plus proche. Un petit peu comme quand on fait un calcul d'arrondi en mathématiques. Pour ce qui concerne la version italique de la typo, nous allons utiliser une propriété CSS qui est le font style. Nous avions choisi une italique regular 400. Dans la classe correspondante, changeons la propriété font style avec italique. On a bien notre typo en italique.
Il existe une version oblique. Dans notre cas, le navigateur va lui-même calculer la nouvelle typo car elle n'était pas fournie dans le jeu de typo. Par défaut, le réglage est sur normal. Il existe beaucoup de réglages possibles concernant les typos selon les fonctionnalités qui sont offertes par chaque police. Nous pouvons par exemple déterminer la manière dont on va afficher les fractions ou encore utiliser des nombres qui ont tous la même largeur, ce qui peut être pratique dans certains cas, ou encore empêcher les ligatures. Testons par exemple avec des fractions. Il existe une possibilité d'afficher les fractions en diagonale. La propriété font variante numérique, diagonal fractions, va nous permettre cela. Nous avons aussi la possibilité de faire que les chiffres aient tous la même taille ou non avec proportional nums. C'est pratique si vous devez afficher des ensembles de nombres alignés. Par défaut, le réglage est sur tabular nums. Voilà un petit tour des nombreuses possibilités des typos. Alors certaines typographies auront plus d'options que d'autres. Je vous propose maintenant de passer à un petit peu de mise en forme de texte. Nous avons vu lors d'un précédent épisode Text Decoration pour enlever les traits de soulignement des liens. Nous pouvons aussi ajouter donc un trait avec Text Decoration Underline. Nous pouvons changer le style par exemple Dotted et même changer la couleur Red. Nous avions vu aussi comment ferrer un texte à droite avec texte à ligne, le centrer aussi ou ferrer à gauche. Nous avons vu comment faire pour utiliser une police distante avec une feuille de style distante. Cette feuille de style est déjà paramétrée pour nous. Nous allons maintenant voir comment faire pour utiliser une typographie en local, c'est-à-dire dans un sous-dossier, et aussi comment régler le fichier CSS pour utiliser cette typographie. Téléchargeons la police. On peut regarder ce qu'il y a dans le fichier compressé. Nous voyons bien l'ensemble des typos. On peut regarder un exemple en détail et même l'installer sur notre machine. Attention si vous installez une typo sur votre ordinateur, car en effet, s'il y a un bug dans le fichier CSS, comme par exemple le chemin qui est mal renseigné ou une faute dans le nom de fichier à utiliser, vous n'en saurez rien, car le navigateur va réussir à afficher le site correctement puisque la typo est installée localement. Mais les personnes qui n'ont pas la typographie ne verront pas le site s'afficher correctement et vous n'en saurez rien. Alors il est possible de désactiver temporairement une typo en local, de vérifier que le site s'affiche correctement et de la réactiver par la suite. On crée un dossier fonte dans notre dossier de travail et on extrait les typos dans ce dossier. Passons à Visual Studio Code. @fontface va nous aider à dire à notre navigateur où se trouve le fichier, comment utiliser ce fichier et à quoi il correspond. Premièrement, il nous faut donner un nom à cette règle avec font family, ma typo. Ensuite, une source de fichier avec src. Cela ressemble à src du background image que nous avions déjà vu. src:/url, contrôle espace pour que Visual nous propose des choix. Commençons par la régular avec le fichier TTF. On précise aussi le format avec format TrueType. Ici, nous allons utiliser un fichier de type TTF, c'est-à-dire un type de fichier TrueTypeFont. Il y a d'autres formats de fichiers comme le WOFF, WOFF ou WOFF2. Dans la règle CSS @fontface, nous pouvons spécifier plusieurs fichiers et formats à utiliser en fonction des navigateurs. Dans notre cas, il ne reste plus qu'à préciser ces deux derniers éléments. On va indiquer que nous définissons la règle concernant la régular, donc font weight que nous avons vu tout à l'heure avec 400 de valeur. C'est une typo normale, non italique, donc font style normal. Pour définir l'italique, même opération, donc un copier-coller, mais en choisissant le bon fichier et en précisant le font style italique. Plaçons maintenant une règle dans le body avec font family, ma typo, et une générique sans sérif pour le temps de téléchargement ou bug. Regardons le résultat avec la régular dans notre index. Nous allons maintenant créer une sous-page et utiliser un peu mieux les typos. Il nous reste encore deux petits réglages à faire sur la page index avant de pouvoir l'utiliser comme base de copier-coller pour les décliner en sous-page. La dernière balise que nous n'avons pas encore vue de structure, c'est la balise main. Main s'occupe d'encadrer tout ce qui est le contenu, c'est-à-dire tout sauf les en-têtes, le pied de page et la navigation. Sur la page index, nous ajoutons un main autour de notre section. Ajoutons aussi un lien fonctionnel sur accueil vers la page index.html. Et sur le lien, une page, mettons par exemple page 1.html. Cette page n'existe pas encore. On sauvegarde notre page. Faisons une copie de cette page en enregistrée sous page 1.html. On édite la nouvelle page, on va changer notre contenu de main en supprimant le contenu. On teste dans notre navigateur, les liens sont fonctionnels. On va ajouter du contenu à notre page. Une section et une classe associée, un article et une classe associée. Un div et sa classe associée qui va contenir l'image, contrôle espace pour choisir le fichier local, un titre H1 comme titre, un paragraphe avec un texte de remplacement, un titre H2 comme sous-titre et 3 paragraphes pour finir. Regardons à quoi cela ressemble. Il y a quelques réglages à faire. Nous n'avons pas encore défini les règles de nos nouvelles classes. L'affichage se fait donc en fonction du réglage du fichier CSS actuel.
Nous ne pourrons pas modifier le réglage actuel dans le fichier CSS car nous avons utilisé des sélecteurs de balises. En effet, si nous modifions quelque chose dans le sélecteur de balises, cela va se répercuter sur toutes les balises dans toutes les pages qui utilisent ce fichier CSS, donc dans notre fichier index. C'est très pratique pour unifier le style des menus et des headers par exemple. Dans notre cas, nous allons donc mettre nos règles dans nos nouvelles classes. Dans notre cas, nous allons devoir préciser les nouvelles règles. Tout d'abord, la section article. Nous ne voulons plus d'un flex mais d'un bloc et nous voulons que la section contienne 100% de son contenu. On sauvegarde et on regarde. Notre article page, on veut qu'il occupe toute la largeur, width 100, qu'il adopte une couleur de fond, RGB 200-200-200, et qu'il ait un petit padding de 1%. On sauvegarde et on regarde le résultat. L'image est trop grande. Article page, IMG, width 50%, va la réduire. On sauvegarde, on regarde, on veut centrer notre image. Nous l'avons déjà fait, la classe du div article image en tête en display flex et justify content center. On sauvegarde et on regarde. Parfait. Et il ne nous reste plus qu'à régler nos titres. Pour H1, nous allons utiliser article page H1, font weight en 900 et font size en 2 REM. Pour H2, nous allons utiliser article page H2, font weight 700 et font size 2 REM. Sauf que nous n'avons pas encore fait les font face qui vont avec. Retour en haut du CSS. On copie-colle la version régulière 400, on change le fichier par le black et weight à 900, idem pour le bold en weight 700. On sauvegarde et on regarde le résultat. On a bien deux graisses différentes et les deux titres ont la même taille. Voilà pour les typos, la mise en page et le CSS qui est partagé entre les pages. Il nous reste un petit concept à voir, ce sont les chemins relatifs et absolus. Nous avons utilisé parfois des URL distantes et parfois des adresses locales avec un sous-dossier. Les adresses locales avec dossier fichier sont des adresses relatives, car elles sont relatives au document. Les adresses absolues débutent par un slash et elles indiquent donc un chemin complet à partir de la racine du site. Cela va donc dépendre de notre hébergement de site. Dans notre cas de travail, c'est local. Cela ne va donc pas fonctionner car le navigateur va chercher à la racine de notre disque dur. Mais dans le cas d'un site hébergé, il n'y aura pas de problème. Les adresses absolues peuvent être pratiques, par exemple si le dossier image sur le serveur n'est pas un sous-dossier mais une sorte de disque partagé qui apparaît comme un dossier sur le serveur. Voilà pour la précision de ce que sont les adresses relatives et absolues, et faisons le bilan de ce que nous avons appris lors de cet épisode. Nous avons compris comment fonctionnent les typos, leur intérêt, leur fonctionnalité. Nous avons appris à intégrer des typos soit distantes, soit locales, appris à créer une sous-page et donc compris l'intérêt du CSS. Nous avons aussi compris le fonctionnement des liens relatifs et absolus. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour faire un sous-menu, transformer notre menu en menu plus interactif avec le survol de curseur de la souris, apprendre la profondeur des éléments et voir les pseudo-classes comme le survol, le focus, etc. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et je vous dis à tout de suite.